Ambarao, sur Alliance 92 en ce mercredi, on reçoit comme invité Saoundra Benarive. Bonjour. Bonjour. Plus à présenter, vous êtes toujours avec Alliance 92 pour apporter vos visions des choses, les analyses, ce qu'il faut retenir et vos constats aussi quand même. Alors quand on n'arrive pas à changer les choses, on change les mots. On parle élection, on parle de présidentielle, on souhaite présidentielle, mais on nous répond par législative. N'est-ce pas? C'est ce qui est sorti dernièrement par la Haute Cour constitutionnelle. Oui, effectivement. Donc, si on comprend bien, la Haute Cour constitutionnelle a été saisie par la primature pour donner donc un avis sur probablement l'agencement des élections. C'est-à-dire la question était de savoir s'il fallait absolument jumeler le deuxième tour de l'élection présidentielle et les élections législatives, comme ce fut le cas en 2013. Et à lire l'avis de la HCC, elle est assez courte. Elle dit que les élections législatives peuvent avoir lieu après les élections présidentielles. Donc peut-être c'est un indice sur ce que pense le régime par rapport aux lois que l'on attend toujours. Parce que comme vous savez, en 2013, il y avait des lois spéciales sur l'élection du président et une loi spéciale sur l'élection des premiers députés. Et que ces lois donc étaient caduques et qu'il fallait les reformuler. Et je pense que c'est par rapport à cette réponse de la HCC que peut-être nous allons avoir une formulation dans la loi concernant les législatives sur le timing de cette élection. Mais si cela se réalise donc par rapport aux dates qui ont été quand même énoncées, est-ce que cela peut apporter quand même des craintes par rapport à des vacances de poste ou à un vide? Qu'en est-il exactement si on se réfère à ce qui était sorti? Absolument, vous avez tout à fait raison. En fait, je trouve que c'est plutôt rassurant si le gouvernement agit de la bonne manière, parce que elle indique que le mandat des députés actuels donc expire le 7 février, je crois, 2019 à minuit, exactement 5 ans après la prestation de serment en 2014. Et donc cela veut dire qu'il n'y aura pas de députés entre le 7 février 2019 et la session qui suit. Et comme nous le savons par contre dans la Constitution, que le Premier ministre émane de l'Assemblée nationale et que s'il y a changement à la tête de l'État, un nouveau président de la République, il lui faudra une Assemblée nationale pour la nomination d'un Premier ministre. Et moi, la manière dont j'interpréterai ça, c'est qu'il ne faut pas donc traîner jusqu'en mars ou avril 2019 avant de passer aux élections législatives. Si elles ne sont pas jumelées avec le second tour de l'élection présidentielle, il faudrait par contre qu'elles aient lieu assez rapidement après, peut-être éventuellement en janvier 2019. Et pourtant, nous serons toujours en période cyclonique. Eh bien, voilà exactement le problème posé par les élections de sortie de crise, en fait, qui ont fait que le président était investi en janvier et l'Assemblée nationale en février. C'est une des grandes difficultés et c'est un peu dommage qu'il n'ait pas eu la volonté politique de corriger ces problèmes en démissionnant à l'avance. Le président aurait pu démissionner, par exemple, dès septembre, dans l'intérêt général de la nation, et il aurait pu dissoudre, c'est son pouvoir constitutionnel, l'Assemblée nationale pour avoir des élections anticipées à partir peut-être d'octobre 2018. Mais il n'y avait pas cette volonté dans l'intérêt général de notre nation de faire en sorte que les élections, les premières élections après les élections de sortie de crise, soient sereines, calmes, bien organisées, etc. Mais ce qui est clair quand même, ce qui a été avancé par la CENI, c'est que nous avons déjà les moyens pour faire une élection, si l'on parle de moyens. Et j'espère que ce n'est pas l'élection référendaire. Alors, là, pratiquement, on s'engage, on parle, on annonce, les couleurs sont là, les jeux sont là, mais quelle est la règle du jeu ? Exactement.
C'est absolument ça le paradoxe. Je pense que je comprends le retour de André Radziwiłł en termes de timing, parce que selon la Constitution, un candidat n'est éligible à être président, un candidat à la présidentielle, que s'il n'est résident à Madagascar pendant 6 mois avant la date de cette élection. Donc il n'a pas pris de risque. Il est bien arrivé, selon un calcul sans doute très intelligent, qu'il faudrait peut-être rentrer avant le 15 février 2018 pour pouvoir participer à une élection. Parce que la manière de faire ici, c'est de ne pas sortir les règles du jeu, d'essayer de jouer la montre pour essayer de maximiser ses chances. Et peut-être que ça faisait partie d'une des tactiques, c'est jouer la montre sur la publication des lois pour pouvoir désavantager ceux qui venaient de l'extérieur. Mais ça veut dire aussi que pour certains politiciens, la politique doit évoluer aussi quand même, sinon on n'aurait pas fait, par exemple, ces grandes rencontres ou encore parler franc jeu. Pour certains, c'est se déplacer et rencontrer la population. Tout cela, c'est une autre optique de Absolument. faire la politique. Absolument, et je pense que c'est un très bon signe que tout le monde commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'élire un homme ou une femme, mais c'est l'élection d'un programme, c'est l'élection d'une vision. Tout le monde comprend maintenant qu'il ne suffit pas de choisir quelqu'un, mais de choisir quelque chose. Et que peut-être, effectivement, à partir de cette nouvelle élection, il y aura un peu plus sur le programme et sur la vision. Parce que là, c'est l'expérience vécue maintenant des Malgaches. Les Malgaches, surtout de notre génération, les cadras, les quinquas, ça fait plusieurs élections maintenant. On commence à comprendre que la démocratie, ce n'est pas le changement seulement de la personne, mais c'est vraiment l'adoption d'un programme. Et c'est encourageant tout ça. Mais est-ce à dire également, Saoundra Benarif, que le pouvoir là est acculé à prendre une décision vu tous ces grands mouvements des politiques? Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que le pouvoir pourrait prendre un jour une décision. Pourquoi vous dites un jour? Parce qu'ils n'arrivent pas à décider, à trancher sur les lois électorales. C'est quoi leur crainte selon vous alors? Encore une fois, c'est la maximisation de leurs chances. Je l'ai déjà dit ici sur votre antenne et dans vos journaux, ils ne jouent pas le jeu démocratique. Ils jouent le jeu égoïste de comment rester au pouvoir à tout prix et de manipuler le fait qu'ils sont au pouvoir pour maximiser leurs propres chances. Mais le peuple n'est pas dupe. On comprend, et c'est pour ça effectivement que la société civile et que les médias n'arrêtent pas de réclamer la publication de ces textes. À ce point, même s'ils sont mauvais, même s'ils ne vont pas dans le bon sens, c'est mieux de savoir quelles sont les règles du jeu et de s'adapter et se préparer que de ne pas savoir du tout ce qu'elles seront. Alors pour vous, date limite de déclaration de la date d'élection, pour vous, c'est jusqu'à quand? Sinon, après, c'est quoi? Donc, je trouve quand même très bien. J'espère que ce sera utile, cet avis de la HCC qui dit impérativement, on ne va pas jouer l'extension de mandat. C'est très clair, là. Ce serait une violation absolument flagrante de la Constitution s'il n'y a pas un président élu, investi, on ne sait pas s'il sera nouveau ou reconduit, mais investi le 25 janvier 2019. Au moins, l'avis de la HCC est très clair en ce sens. Même chose pour les députés de l'Assemblée nationale. Donc on travaille à partir de là. Et peut-être que c'était ça qu'attendait le gouvernement pour enfin sortir ces textes, parce qu'ils attendaient donc cet avis de la HCC pour savoir s'ils pouvaient jumeler ou ne pas jumeler, faire les législatives après les présidentielles, etc. Mais il est temps maintenant que ces textes sortent. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple des 6 mois de résidence d'un candidat, alors qu'on sait que le dépôt de candidature se fait un certain temps avant la date de l'élection. Et si les 6 mois de résidence doivent être établis, etc. Donc, s'ils attendent avril pour sortir les textes et dire qu'ils vont changer les règles, etc., je pense que ce sera mal accepté
par tout le monde. C'est déjà trop tard, hein. Mais je dirais avant la fin du mois de février serait très bien comme date limite. Ouais. Alors, n'empêche quand même de nos relations avec l'extérieur, tout le monde, enfin, la communauté internationale opte aussi pour les présidentielles. Diplomatiquement, en tout cas, on le dit, mais c'est clair et net. Cette élection, pourtant, elle demande des fonds. On a un basket fund qui est là, mais depuis quelque temps, on n'entend plus parler de compte fait. Il y a des rencontres avec la CENI, des visites, ou encore des évaluations, mais du basket fund en soi, on n'entend presque plus rien. Exactement. Le 1er avril 2017, le CFAFI avait déjà sorti un communiqué spécifique sur les élections qui lamentait le montant du basket fund qui était la moitié du montant établi lors des élections de sortie de crise. Et ce montant a été jugé adéquat parce que, soi-disant, on allait réutiliser certains des matériels qui ont été utilisés en 2013, comme les urnes, etc. Mais ça montrait, nous, on se lamentait au CFAFI, ça montrait un manque de créativité ou même de prévision sur les besoins, surtout pour l'informatisation du processus électoral, de la remontée plus rapide des résultats par les voies de télécommunications modernes, etc. Et ce n'est que maintenant qu'ils sont pressés à satisfaire les 30 à 60 jours établis par la Constitution, qu'ils se rendent compte que peut-être qu'ils n'ont pas les équipements et matériels nécessaires pour faire remonter rapidement les résultats d'élections pour satisfaire ces délais. C'était pour ça l'excuse pour le référendum constitutionnel. Il y a ça d'une part. Alors d'abord, déjà, les bailleurs avaient fixé un basket fund très modeste. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, dans le contexte international actuel, le financement des élections à Madagascar n'est peut-être pas prioritaire. Et nous sommes dans un état économique et social tellement dégradé que les priorités des bailleurs, c'est plutôt la lutte contre la peste ou la lutte contre la malnutrition, etc., et plus tellement sur le processus électoral. La troisième chose, c'est que nous sommes maintenant dans un contexte international où la suprématie de la démocratie est contestée. Elle est contestée de l'Est par la Chine. C'est pas la priorité de la Chine, les élections. Et ni de la Russie, etc. Et on voit à l'Ouest un manque de leadership, surtout sur le point de vue de la démocratie et de la supériorité morale de la démocratie à cause du changement de président aux États-Unis. Donc il y a de ces contextes, malheureusement, c'est ça la mondialisation. Il y a des impacts locaux par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. La seule précision que j'aimerais ajouter, Prisca, par rapport à la communauté internationale, c'est qu'elle n'avait pas arrêté d'appeler à des élections présidentielles inclusives. Exact, oui. Sans exception. Ouais. Ça dérange. Ça dérange et on attend la concrétisation par les textes de ce que ça veut dire, inclusive. Et justement, c'est peut-être ça aussi le retard sur les critères d'éligibilité des candidats à la présidentielle par rapport à l'inclusivité. Ce qui veut dire qu'il y a quand même méfiance aussi. Absolument, il y a méfiance, mais je dirais c'est de la résistance. Il y a certains qui ne veulent pas une élection présidentielle inclusive. Et donc ils n'arrivent pas à sortir un texte qui explique que certaines choses seront pardonnées ou laissées de côté pour que tous puissent participer à ces élections. Si on revient un petit peu au dernier communiqué de l'Observatoire de la vie publique, partis politiques et société civile, pouvoir et société civile, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce communiqué? Bon, ce communiqué, je pense que c'était pas le premier communiqué du CFAFI concernant la société civile, mais il y avait peut-être 3 points principaux que l'on voulait au moins apporter un éclaircissement et peut-être ouvrir le débat s'il le faut. Je commencerai avec le plus facile. Il y a une tendance depuis la Constitution de 2010
de vouloir intégrer la société civile dans ce qu'on appelle ces structures constitutionnelles, comme la CENI d'ailleurs. Et on comprend l'esprit de cette inclusion. Que l'on veut inclure, par exemple, dans le Conseil supérieur de la magistrature, des représentants de la société civile, dans la CENI, dans le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. On comprend pourquoi c'est souhaitable d'inclure des gens de la société civile. Mais le problème, c'est, et ça revient au deuxième point de notre communiqué, c'est comment choisir quelqu'un de la société civile qui inclut, j'ajouterais, les médias et le monde économique, c'est-à-dire le secteur privé. Si on regarde la définition de ce que c'est que la société civile, il y a toujours eu à Madagascar un problème de la représentativité. Est-ce que moi, en tant que membre du CEFAFI, je représente toute la société civile? Jamais. Jamais. Et il y a cette question, donc, quand on élit quelqu'un, quand la société civile élit son représentant au sein de la CENI, il parle au nom de qui et de quoi et de comment et qui participe, et est-ce qu'on ratisse vraiment, est-ce qu'on couvre toute la société civile telle qu'elle existe, est-ce que la représentativité géographique aussi, est-ce qu'il n'y a pas trop qui viennent juste Tana? Et il y a ce phénomène très dangereux du rapprochement de la société civile et, comme on l'en disait, du monde politique. Ouais. Quelque part dans ce communiqué, on avait lamenté le fait que toujours il n'y a pas d'opposition officielle et quelquefois donc la société civile apparaît comme faisant le travail de l'opposition, en se positionnant, par exemple, sur les textes électoraux, alors que ça, c'est vraiment le travail de l'opposition. Donc, c'était juste un communiqué qui cherchait plutôt à éclaircir. Comme d'habitude, évidemment, on interprète ces communiqués comme disant on attaque nos amis, on est jaloux, on fait ceci, on fait cela. Non, ce n'est pas ça. C'est encore une fois, comme d'habitude, pour essayer d'éclaircir l'opinion publique sur ce que devrait faire la société civile dans une démocratie. Et c'est-à-dire aussi c'est un réveil pour qu'on se retrouve un peu plus pour serrer les rangs? Oui, c'était absolument un réveil pour appeler à... Il y a d'autres secteurs de la société civile qui ne se prononcent pas beaucoup, alors qu'on aimerait entendre leur point de vue, que j'avais cité par exemple le secteur privé sur certaines choses ou les médias sur autre chose. Mais effectivement, en fait, la société civile, on devrait l'entendre. Nous, CEFAFI, c'est toujours démocratie, état de droit, genre de choses comme ça. Mais s'il y a un texte qui sort, par exemple, sur la loi foncière, là, il y a une société civile spécifique, les représentants des paysans, ou le secteur privé aussi, qui est très impliqué dans le foncier, ceux qui font de l'immobilier ou ceux qui vont faire de l'agribusiness, etc., etc. On devrait les entendre plus sur l'élaboration de ces lois. Et est-ce que ces lois répondent vraiment à la soif de tous ces différents membres de la société civile? Alors, je reviens toujours, les élections, je les adore. Des femmes au pouvoir, pour Saound Rabenarif, ça peut changer la donne? Je n'ai pas un avis vraiment très prononcé là-dessus parce que, vous savez, on parle par exemple de la lutte contre la corruption Moko à Madagascar. Mais quand on regarde les secteurs qui sont, par exemple, parmi les plus corrompus, il y en a qui sont dominés par des femmes. Le judiciaire, aujourd'hui, est, je crois, à 80% féminin. Donc, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est incorruptible, d'abord. C'est pas parce qu'on est femme qu'on est plus intelligente ou autre. Donc, vous voyez, je ne suis pas... je suis évidemment moi-même une femme, je crois aux femmes. Mais ce n'est pas tout simplement parce qu'on est femme qu'on est forcément meilleure.
Donc je suis contre les quotas, moi. Je suis pas pour, il y a 50% du Parlement devrait être femmes. Le genre, donc. Exactement. Ouais. Par contre, je regarde le pays d'Afrique maintenant qui est vraiment le pays émergent. C'est le Rwanda, qui est presque majoritairement femme dans son Parlement, dans son gouvernement. Mais je pense que là, c'est vraiment par le mérite. C'est par... elles sont capables et je leur donne la chance. Ici, nous avons l'effet inverse. C'est que si tu es femme, c'est que tu es incapable. Et c'est ça qu'il faut inverser. Et il faut toujours que ce soit les leaders. Moi, j'aimerais voir autour de ces candidats à la présidentielle un peu plus de femmes et de volonté de leur part même pour donner une chance aux femmes au lieu de les écarter automatiquement, ou de toujours donner certains ministères aux femmes, ministère de la Justice toujours à une femme, ministère de la Population toujours à une femme, exceptionnellement peut-être le ministère des Finances, mais j'aimerais voir une femme en charge du secteur privé par exemple, ou en charge des mines, ou en charge de l'éducation nationale, vraiment les grands ministères régaliens. Si on pouvait mettre des femmes, peut-être que ça changerait les choses. En dernier point, si on parle de candidats, que conseillerait Saoura Benarif pour un électeur, pour un choix? Quels sont les critères pour faire son choix? Oui, bon, c'est un peu tôt, hein, mais évidemment, oui, il faudrait savoir un peu plus sur qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont là. Parce que je pense que c'est ça le problème du régime actuel, c'est on n'a aucune idée de leur vision. Malgré tous ces bootcamps ou je ne sais pas ce qu'ils font, les réunions périodiques, etc. C'est pour aller où exactement? Avec quel objectif exactement? Et il faut le court, moyen et long terme, parce qu'évidemment il y a des problèmes urgents dans l'immédiat qu'il faut traiter à partir du lendemain de son investiture. Et il y a des choses pour lesquelles il faut poser doucement les bases. C'est comme la construction d'une maison où on met d'abord la fondation, mais peut-être que ce sera un autre président dans 15 ans qui va mettre le toit. Il y a des projets comme ça qui ne seront pas réalisables en 5 ans. Et donc, ce que j'aimerais, moi, c'est un peu moins de concerts et d'approche un peu propagandiste carnaval et un peu plus sur le fond. Et je pense que le peuple est prêt pour ça, malgré ce qu'on pourrait dire. Et les médias sont prêts pour ça. Et les gens veulent un peu plus de détails. Sinon, je crois que le deuxième critère après la vision et le programme, c'est en fait, il faut un homme d'action, n'est-ce pas, ou une femme d'action. Quelqu'un qui va faire, qui ne va pas tout simplement parler, qui va nous montrer avec des résultats palpables au lieu de toujours juste de la parole vide. Et donc, il faut un homme ou une femme d'action. Vous avez des points par rapport aux élections encore à refaire réveiller le citoyen ou... Non, mais je suis encouragée par cet avis donc de la HCC. Espérons que ça a apporté les réponses. En tout cas, pour moi, elles sont rassurantes. Ça veut dire qu'on ne peut pas prolonger quelconque mandat, sinon on serait en violation de la Constitution. Donc, avançons avec ça maintenant, sachant qu'il faut un nouveau président avant le 25 janvier 2019 et il faut une nouvelle Assemblée nationale avant le 8 février 2019. Point barre. Il est clair aussi que la HCC se fait aussi souvent interpeller depuis un certain bout de temps. Donc, maintenant, il faut être clair et se référer à une constitution. Absolument, nous avons appelé à la HCC à être courageuse et je trouve déjà très bien cet avis. Espérons qu'ils vont continuer dans ce sens. Alors, l'émission prend fin déjà, c'est un avant-goût quand même, parce que sans doute les jours qui vont venir, il y aura la rentrée parlementaire extraordinaire. On attend toujours cette date, d'ailleurs, pour être fixé sur nos lois électorales. Et le code électoral, et à très bientôt alors. Oui, espérons Prisca dans un mois qu'on aura de vrais textes à discuter. Merci.